Sahel. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Fin hier de la deuxième édition de la semaine du numérique, des recommandations relatives à la réglementation du numérique dans les pays de l'Alliance des États du Sahel ont sanctionné les travaux. Dossier de ce vendredi, c'est au perçage que nous allons nous intéresser. Une pratique qui consiste à percer certaines parties du corps, oreilles, nez, langue et bien d'autres pour, dit-on, des raisons d'esthétique. Présidentielle de novembre aux États-Unis, Joe Biden et Donald Trump se sont affrontés hier. Le débat n'a pas rassuré les démocrates. Sport football à la une ce vendredi, l'Euro 2024 et le tournoi de montée en Ligue 1 ici au Mali. Chronique du développement, il sera question de la part de l'économie numérique et particulièrement de la situation qui prévaut au Mali dans ce domaine. Auditrice solitaire, bienvenue. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a présidé hier après-midi la cérémonie de clôture de la deuxième édition de la semaine du numérique. 3 jours durant, les experts venus de la zone AES sont largement débattus des thématiques relatives à une meilleure gouvernance d'éthique. Des recommandations ont été formulées en rapport, surtout avec la réglementation du numérique dans la zone de l'Alliance des États du Sahel. Reportage Youssouf Diakité. L'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. C'est cette thématique qui a été débattue tout au long de la semaine du numérique avec des sous-thèmes comme l'interdépendance technologique, quelle stratégie pour l'Afrique pour atteindre sa souveraineté numérique. À l'issue des travaux, les experts venus des pays de l'Alliance des États du Sahel et ailleurs ont formulé des recommandations allant dans le sens de la souveraineté digitale de l'Afrique. Abdelkader Ki, directeur national de l'économie numérique. Promouvoir et renforcer l'accès aux usages à tous les services de l'administration publique. Harmoniser les textes et mutualiser les ressources, compétences pour une meilleure implémentation de l'administration digitale. Adopter une réglementation de l'intelligence artificielle dans l'espace AES. Former et sensibiliser les ressources humaines à l'utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier les jeunes. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a saisi ce moment solennel de clôture pour saluer particulièrement ses homologues du Niger et du Burkina Faso, sans oublier la présence de la République sœur de la Guinée-Conakry. Cette deuxième édition de la semaine du numérique, dit-il, a comblé toutes les attentes. Alhamdou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Cet événement qui est un espace de promotion et de développement du numérique, mais aussi un cadre de développement du numérique et de partage de bonnes pratiques dans le domaine à travers les États de l'Alliance du Sahel. Nous avons été honorés par votre présence et votre participation à un moment où nos nations respectives traversent des périodes les plus déterminantes de leurs histoires. Merci d'avoir effectué les déplacements pour rehausser le niveau de cette deuxième édition de notre semaine du numérique. Au regard des défis qui attendent le secteur du numérique, les acteurs souhaitent tout simplement l'institutionnalisation de la semaine du numérique. Comment alimenter les bases de données de Mali Sania pour permettre aux citoyens lambda de se renseigner? La question est au centre d'un atelier organisé par la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. C'est dans le but de lancer le processus d'opérationnalisation de la base de données Mali Sania au profit des acteurs eau et assainissement, compte rendu Maïmouna Doumbia. Les participants seront informés sur l'application mobile Mali Sania contenant des bases de données sur le secteur eau et assainissement,
notamment la démarche et la méthodologie à suivre pour faire l'inventaire, exposer le calcul pour l'inventeur et les outils d'administration. Ils prendront également connaissance du tableau de bord pour la saisie des variables et l'approbation des données niveau national et régional. Cela permettra d'alimenter en entier les bases de données. Issa Sissoko, directeur programme Mali Sania. La base de données Mali Sania aujourd'hui, je veux dire, est fonctionnelle. Elle existe, elle est fonctionnelle et les experts comme Mme Claire Lelon et Eric Hubert vont vous présenter cette base et nous espérons réellement que l'État, à travers la Direction nationale de l'assainissement, s'appropriera cette base et mettra tout en œuvre pour que ce soit quelque chose de fonctionnel, de dynamique. Ce souci d'alimenter les bases de données est commun au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'est pourquoi il attend des participants des recommandations fiables pour apporter des amendements aux bases de données de Mali Sania. Amadou Aïdara, secrétaire général ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Actuellement, le sous-secteur a besoin d'informations actualisées et fiables pouvant servir à la prise de décision. Le suivi ne pourrait se faire que sur la base d'indicateurs précis et renseignés régulièrement. Au regard des résultats obtenus, je suis persuadé que ce joyau permettra de faire un meilleur suivi des indicateurs de performance de l'assainissement et de mesurer ainsi les progrès vers l'atteinte des ODD d'ici à 2030. Participent à cet atelier les directeurs régionaux de l'assainissement, du contrôle des pollutions et nuisances et tous les acteurs œuvrant dans le secteur eau et assainissement. Tenu hier jeudi à l'ABFN de la 7e session extraordinaire du comité de pilotage du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger Préfen. Au cours de cette session, les administrateurs échangeront en vue de la validation du plan d'utilisation des ressources générées par le compte d'intérêt du projet d'un montant d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA. La session traitera également de l'approbation du plan de travail et du budget annuel révisé pour l'exercice 2024 d'environ 4 milliards et demi de francs CFA. Reportage Agibou Koulibaly. À 72 heures de la clôture de la phase test du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger Préfen, les administrateurs se concertent pour échanger sur les grandes réalisations du projet. Ces réalisations ont contribué à améliorer la stabilité et la cohésion sociale par la création d'emplois dans ces zones d'intervention. Abdourahmane Oumarou Touré, directeur général de l'ABFN et coordinateur du Préfen. Le Préfen, c'est une initiative du gouvernement de la République du Mali qui, ayant constaté la dégradation que subit le fleuve Niger, a sollicité et obtenu auprès de la Banque mondiale le financement d'un projet pour conduire des actions au niveau des deltas intérieurs. Actions se portant entre autres sur le dragage du chenal navigable de Kemassina à Diafarabi, mais aussi le balisage de l'ensemble du chenal de navigation de Kemassina jusqu'à la sortie du Debo Aka. Et par ailleurs, appuyer les communautés vivant dans ces zones-là en projets, ce qu'on appelle les micro-projets, que d'autres diront activités génératrices de revenus. Cette session est l'occasion pour les administrateurs d'examiner 2 points clés. Drissa Traoré, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Vous aurez d'une part examiné et adopté les PTBA 2024 révisés pour un montant de 4 milliards 325 millions 18 918 francs CFA contre 4 milliards 339 millions 368 48 francs CFA approuvés lors de la 6e session ordinaire tenue en novembre 2023. Et d'autre part, à valider le plan d'utilisation des ressources générées par le compte d'intérêt du projet d'un montant de 37 330 170 francs CFA au 31 mai 2024. Le coordinateur du Préfen a rappelé qu'avec les résultats positifs du projet, il est nécessaire de demander une seconde phase pour sa mise à échelle. Cela permettra, précise-t-il, de consolider les acquis et de répondre aux nouvelles attentes formulées. Mali Actualité, 13h passées bientôt de 10 minutes.
Actualité hors du Mali à présent, en Mauritanie, environ 1,94 million d'électeurs sont appelés demain samedi aux urnes pour prendre part à la présidentielle. Le président sortant, Mohamed Ould El Ghazouani, qui se bat pour un second mandat de 5 ans, fait face à 6 autres candidats et parmi eux, son rival, le militant des droits humains, Biram Ould Da Abeid, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019. En Gambie, le président Adama Barrow a assuré hier que son gouvernement continuerait à faire respecter l'interdiction de l'excision et des mutilations génitales féminines en attendant un éventuel vote du Parlement qui leverait la proscription. Le Parlement a approuvé en mars dernier un projet de loi visant à abroger la législation de 2015 interdisant ces mutilations dans le pays. Le texte a été renvoyé à l'examen d'une commission avant un vote final. La commission doit présenter son rapport au Parlement le 14 juillet prochain. Au Kenya, au moins 2 morts de plus ont été enregistrés hier à Nairobi lors des affrontements entre la police et les manifestants. Au total, plus de 22 personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres blessés depuis le début de ces manifestations, selon des sources locales. Malgré l'abandon du plan d'augmentation des impôts par le président William Ruto, des rassemblements nationaux appelant à la démission du chef de l'État ont été organisés dans la capitale. Les manifestants ont brièvement pris d'assaut et brûlé une partie du bâtiment du Parlement. Alors, au bout de l'exercice du pouvoir de 2 ans seulement, le président Ruto fait face à la crise la plus grave. En Iran, plus de 61 millions d'électeurs sont appelés ce vendredi aux urnes pour élire un nouveau président. Parmi les 6 candidatures validées par le Conseil des gardiens de la Constitution, ils ne sont plus que 4 en lice. Les opérations de vote ont débuté ce matin à 8h heure locale dans tous les bureaux de vote et selon la presse locale. Initialement prévue en 2025, cette présidentielle a été organisée en quelques semaines seulement pour remplacer le président Ibrahim Raïssi, tué dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dernier. Aux États-Unis, le président Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump se sont affrontés hier dans le premier débat télévisé de la campagne américaine en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. Les 2 candidats ont combattu sur l'inflation, l'immigration, l'avortement ou la guerre en Ukraine. Un Donald Trump fidèle à lui-même, multipliant les propos mensongers face à un Joe Biden à la voix enrouée, bafouillant et ne terminant pas ses phrases selon des sources locales. Ces premiers débats censés lancer la campagne n'aura sans doute pas rassuré les démocrates alors que le président américain peine à rattraper son prédécesseur dans les sondages. Nous arrivons au dossier de ce vendredi, un dossier consacré au perçage. Le perçage, cette pratique qui consiste à percer certaines parties du corps afin d'y insérer un bijou par exemple. Elle est donc réalisée sur les différentes parties du corps telles que les oreilles, le nez, la langue ou ne citer que celle-ci. Les raisons qui poussent les gens à se percer sont généralement esthétiques, mais quelles peuvent être les conséquences du perçage? Est-il nécessaire de faire certaines analyses avant de s'adonner à une telle pratique? Et pour mieux comprendre les contours du phénomène, Hamid Amiri est allé à la rencontre des adeptes et des spécialistes. Nous la suivons. Malgré la douleur, Mariam Sangaré tient coûte que coûte à percer sa langue pour y placer un bijou. Pour cette commerçante âgée de 27 ans, ce perçage la rend encore plus belle. La douleur est intense, mais elle va passer. J'ai percé ma langue pour me faire belle et faire plaisir à mon mari. Dans ces mêmes salons de beauté, une autre cliente du nom d'Alice Terra vient tout juste d'arriver pour percer son nez. Selon elle, c'est une arme de séduction. Je suis venue pour me faire percer le nez. Je le fais surtout pour que mon mari m'aime davantage. C'est vrai, ce percer fait très mal. Depuis 10 ans, Chaka Bagayogo exerce le métier de perceur. Quand il se rend le matin dans son salon, sa première tâche est de désinfecter tous ses matériels de travail. Car pour lui, l'hygiène est la base de ce travail.
Depuis 10 ans, je fais ce travail. Chez moi, le matériel utilisé pour faire le perçage est à usage unique. Et mes principaux clients sont des femmes. Effet de mode ou imitation de la culture occidentale, le perçage de certaines parties du corps prend de l'ampleur à Bamako. De nos jours, beaucoup d'hommes le pratiquent aussi. Sidi Diarra, commerçant. J'ai été inspiré par des images sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je me suis fait percer les oreilles. Une fois arrivé à la maison, j'enlève mes bijoux. Adama Diallo dit Wesh, rappeur. Il y a 7 ans que j'ai percé mes oreilles. Je suis un rappeur, c'est juste pour faire plaisir à mes fans. Mais attention, le perçage pourrait être un facteur de propagation d'infections. Dr Madou Sissoko, dermato-vénérologue. Le piercing peut propager surtout les bactéries, mais aussi les virus. Il existe plusieurs impacts sur la santé. Donc, premier impact, c'est surtout le risque infectieux. Là, il s'agit lorsque le processus de perçage n'a pas été effectué dans les bonnes conditions. Ça peut introduire des bactéries dans la peau et entraîner ce qu'on appelle ici parfois un érysipèle sur la partie qui a été percée. Nous prenons un exemple, par exemple, si c'est les oreilles ou bien si c'est le nombril, on peut avoir un gros oreille rouge, aiguë, fébrile, douloureuse au toucher et parfois surmonté de boutons qu'on appelle des bulles. Et lorsque cet érysipèle n'a pas été bien soigné, l'évolution peut se faire vers ce qu'on appelle une cellulite. Il existe d'autres impacts comme les réactions allergiques. Tout le monde n'a pas les mêmes types de peau. Certaines sont sensibles au nickel. C'est pourquoi il est nécessaire d'effectuer son perçage par un spécialiste et de faire certaines analyses, de quoi réduire les risques d'infection, notamment l'hépatite B et le VIH-Sida. Dr Madou Sissoko, dermato-vénérologue. Il est important d'effectuer une consultation, surtout en dermato, afin d'évaluer le risque infectieux, surtout une évaluation de la santé cutanée. Et le dermatologue chercherait à examiner la zone où le piercing sera réalisé pour détecter toute infection cutanée préexistante ou bien détecter une inflammation, mais également ou conditions dermatologiques sous-jacentes qui pourraient compromettre la cicatrisation ou augmenter le risque d'infection. Mais également, le médecin dermatologue chercherait également dans les antécédents médicaux clients une notion d'allergie, une notion de prise médicamenteuse ou toute autre maladie ou bien d'autres maladies générales comme le diabète ou les troubles de la coagulation. Il peut aussi effectuer des tests allergologiques aux matériaux de piercing, peut aussi donner certains bilans comme un bilan à la recherche d'une hépatite, à la recherche d'une immunodépression, VIH. C'est-à-dire un piercing mal placé ou réalisé de manière non professionnelle, elle peut entraîner des dommages sur les nerfs qui se trouvent au niveau de la zone percée ou bien sur les vaisseaux. Pour certaines femmes, tous les moyens sont bons pour se faire belle et attirante. Mais doit-on mettre en danger sa santé pour une pratique dont les conséquences dépassent de loin les avantages? L'actualité sportive ce vendredi est dominée par le football avec d'abord l'Euro 2024. La phase du groupe est maintenant terminée et 16 nations se sont qualifiées pour les huitièmes de finale qui débutent demain samedi. Sur le terrain en Allemagne, de nombreux records ont été battus qui laisseront une trace durable dans l'histoire du championnat d'Europe. Ici, au Mali, l'actualité, c'est surtout le tournoi de montée en Ligue 1 avec la troisième journée qui se jouera demain toujours au stade Mamadou Konaté et au stade Salif Keïta de Kati. Voici les résumés de l'actualité sportive avec Isaac Chen. Sur le plan national, c'est aujourd'hui que démarre la formation des entraîneurs pour les moins de 17 ans filles. Cette formation se tiendra au siège de la Fédération malienne de football et durera 3 jours. Une formation à l'endroit des animateurs du football féminin suivra et se tiendra du 1er au 4 juillet. Ces différentes formations entrent dans le cadre du développement du football féminin dans notre pays. Des formations sous l'égide de la FIFA. Pour ce qui est du tournoi de montée en Ligue 1, la troisième journée se jouera demain. Sur le terrain du stade Mamadou Konaté, CMB affrontera AS RUJ. Au même moment, sur le terrain du stade Salif Keïta de Kati, le FC Sido sera opposé au Sigui de Caille. En deuxième heure, sur le terrain du stade Mamadou Konaté,
La S-Douane aura affaire à Étoile du Mandé à la même heure à Kati. Le FC Silo sera opposé au CST. CMB est exempt pour cette journée. En Europe, après 12 jours d'action palpitante à l'Euro 2024, la phase de groupe est maintenant terminée et 16 nations se sont qualifiées pour les 8e de finale qui débutent demain samedi. Au milieu de toute l'excitation sur le terrain en Allemagne, de nombreux records ont été déjà battus qui laisseront une trace durable dans l'histoire du championnat d'Europe. L'Espagnol Lamine Yamal est entré dans l'histoire lors du premier match de son pays contre la Croatie, devenant le plus jeune joueur à participer au championnat d'Europe à seulement 16 ans et 338 jours. Malgré son âge, il a réalisé une super performance individuelle contre les finalistes de la Coupe du Monde 2018, inscrivant le 3e but de l'Espagne pour sceller les débuts inoubliables. Fait amusant, le record du joueur le plus âgé de la compétition a également été établi lors de la phase de groupe lorsque le Portugais Pepe, âgé de 41 ans, a disputé le match d'ouverture contre la République tchèque. L'Albanais qui participe à la phase finale de l'Euro pour la deuxième fois de son histoire a pris un départ féerique contre l'Italie lors de son premier match de groupe en trouvant le chemin défilé en l'espace de 23 secondes. Il s'agit du but le plus rapide de l'histoire du tournoi. La phase de groupe a été peut-être frustrante pour Benjamin Sesko sur le plan des buts, mais l'attaquant de RB Leipzig a tout de même joué un rôle essentiel dans la qualification de la Slovénie pour les 8e de finale du championnat d'Europe. Il a également enregistré la vitesse de pointe la plus élevée de tous les joueurs au cours de la phase de groupe avec un score impressionnant de 35,9 km/h. Modric entre dans l'histoire malgré une élimination brutale. Lors d'un match à gagner pour la Croatie lors de la 3e journée, le capitaine Luka Modric s'est une nouvelle fois montré à la hauteur de l'événement en marquant à bout portant pour donner l'avantage à son pays quelques instants après avoir manqué son penalty. Non seulement ce but était capital compte tenu de l'ampleur de la situation, mais il a également permis à Modric d'entrer dans l'histoire en devenant à 38 ans et 289 jours le plus vieux buteur de l'histoire de l'Euro. 2 joueurs peuvent encore battre le record de Modric dans les matchs à élimination directe, Pepe, déjà cité, et son coéquipier Cristiano Ronaldo, 39 ans. Pas de match aujourd'hui, la compétition reprend ses droits demain à la faveur des 8e de finale, comme je le disais, avec les oppositions suivantes. À partir de 16h, il y aura Suisse-Italie, suivi de Allemagne-Danemark à partir de 19h. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, il est question de la part de l'économie numérique dans les PIB mondial. Celle-ci est estimée à des centaines de milliards de dollars par an. Et ici au Mali, une bonne partie de la manne que se fait les pays dans ce domaine échappe malheureusement au contrôle de l'État. Alors, que faut-il faire pour trouver une solution à cette problématique? À l'occasion de la semaine du numérique, la chronique du développement s'est intéressée au sujet. C'est une réalisation de Soumaïla Labette et Marc Damé. De nos jours, les technologies de l'information et de la communication TIC s'affirment de plus en plus comme un outil incontournable dans la chaîne de production des richesses. Le rôle et la place du numérique dans le circuit économique se mesurent en termes d'efficacité et d'efficience. Écoutez les explications d'Abdul Kader Ki, directeur national de l'économie numérique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'économie sans l'apport ou sans la contribution ou l'implication des technologies de l'information et de la communication. À ce titre que ces outils-là nous ont permis en fait de transformer les différents process de production dans le sens de l'efficience, c'est-à-dire réduire les coûts de production en non seulement réduisant la main-d'œuvre d'un côté, mais également en accélérant les processus également de production et aussi pour un meilleur résultat, pour des produits beaucoup plus raffinés en un temps record et avec le minimum de moyens. Un exemple, si vous devriez par exemple produire un support ou n'importe quel produit à un coût de 100 000 francs avec les moyens traditionnels, vous allez vous rendre compte avec le numérique que ça ne va pas coûter 50 000 francs, moitié prix, pour vous dire combien est-ce que le numérique est aujourd'hui important dans les chaînes de production et également permet de réaliser des économies à grande échelle. L'un des aspects les plus intéressants dans l'émergence du numérique est sans nul doute l'économie générée à partir de l'usage des moyens technologiques. Si les chiffres du FMI relèvent qu'environ 15% du produit intérieur brut mondial provient de l'économie numérique, singulièrement dans les pays industrialisés, force est de reconnaître qu'au Mali,
une bonne partie de cette ressource financière échappe au fisc. Le FMI a déjà estimé en 2022 le PIB mondial qui se chiffre à environ 101 billions de dollars, des chiffres astronomiques quand on fait une conversion en francs CFA. Et il se trouve que 15% de ces PIB-là aujourd'hui concernent l'économie numérique. Donc imaginez calculer 15% de 101 billions de dollars, c'est une manne financière qui est là, qui représente aujourd'hui l'économie numérique mondiale. Et au Mali, malheureusement, nous n'avons pas encore toutes les capacités en termes réglementaire et législatif d'absorber une partie de cette économie qui nous échappe. Mais on est assis aujourd'hui sur une mine d'or qu'on n'est pas en train de raffiner. Peut-être le ministère du Plan pourra nous donner une évaluation, nous donner une statistique par rapport à la part des TIC dans le budget national, mais elle doit être très très infime, alors qu'elle aurait dû être la moitié ou sinon même les 2/3. Donc nous sommes en train de travailler aujourd'hui à ce que nous puissions avoir un cadre qui permette de capter toute cette économie, notamment en ayant une taxation d'abord pour ce qu'on appelle les géants du numérique. Mais au-delà des géants du numérique, il y a également des structures très importantes aujourd'hui qui sont en train d'opérer en toute détaxation, ou c'est pas si on peut parler d'impunité dans ce sens-là, mais qui font de gros profits dont l'État est complètement perdant dessus. L'avènement du numérique est aussi synonyme de création d'emplois. Mais le paradoxe ici, c'est qu'en créant de nouveaux emplois, il fait disparaître d'autres. Abdul Kader Ki, directeur national de l'économie numérique. C'est ce que certains disent, que les TIC détruisent les emplois. Mais en réalité, quand ils détruisent un emploi, vous allez trouver que ça crée un autre emploi derrière. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de marketing digital, des producteurs de contenu. Voilà. Donc tout ça, ce sont des nouveaux métiers aujourd'hui qui sont liés au développement des TIC, qui n'existaient pas avant. Donc, par contre, les métiers qui ont été disparus vont être progressivement remplacés par ces nouveaux métiers également qui sont en train d'apparaître. On me parle également avec l'émergence de l'intelligence artificielle d'ingénieurs prompts qui n'existaient pas. Donc tout ça, ce sont des nouveaux métiers qui vont être créés grâce à l'émergence du numérique. Donc de nouveaux emplois, de nouveaux secteurs de production qui vont être créés et qui vont créer de la valeur non seulement, mais des emplois aussi. Il n'est donc plus un secret pour personne que le numérique constitue aujourd'hui une opportunité de développement pour un pays. Il revient à chaque État de se doter de moyens conséquents pour capter une partie importante de l'économie générée par le numérique. Prochain rendez-vous avec Soumaïla Berté vendredi prochain. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Foma avec la complicité technique d'Alimata Ouattara. Mise en ligne, elle s'appelle bien sûr Marcel Tessougé, toujours en forme. La réaction est assurée par Dossé et Baba Adjara, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30, mais gardez l'écoute car dans un instant, Fatim Damélé sera là pour la rubrique des avis et communiqués. Au revoir.